Bonjour et bienvenue au château musée de Gien. Je me présente, je m'appelle Muriel Legard et je suis médiatrice culturelle dans ce beau château musée que nous allons découvrir. Donc on va découvrir l'univers de la chasse ensemble au temps des rois. Alors bienvenue donc à l'intérieur du château et donc plutôt dans la partie musée, donc le musée de la chasse. Vous retrouvez ici dans cette salle d'introduction une maquette tactile donc qui permet également aux malvoyants ou aveugles de découvrir eh bien l'architecture du château telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec les différentes façades, avec les 3 tours qui le composent notamment. Et donc ce château, eh bien comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien on va retrouver à l'intérieur des collections liées à la chasse. Mais ces collections, elles ont été installées en 1952 par 2 hommes. Et alors ces 2 hommes, eh bien, je vais vous les présenter finalement. On va retrouver le portrait donc de Pierre-Louis Duchartre, ici même, qui a été vraiment à l'initiative de la création de ce musée, puisqu'il était lui-même chasseur, mais également il travaillait pour les musées de province. Donc forcément, il était sensible à la culture et aux collections. Et il va s'associer à un autre monsieur, un ami qui s'appelait Henri de Linares, qui était chasseur également, mais surtout artiste, puisqu'il a réalisé de nombreux cartons, c'est-à-dire modèles, pour les célèbres carrés Hermès, dont vous pouvez retrouver ici un exemplaire notamment, donc qui s'intitule Plume. Donc on est vraiment dans finalement cette salle d'introduction qui permet de découvrir les 2 hommes qui ont créé le musée, mais aussi qui vous permettent d'avoir une idée de ce que vous allez découvrir lors de votre visite, avec ici eh bien, des collections de peinture, également des sculptures, des animaux naturalisés ou encore des tapisseries. Donc on est vraiment là dans cette salle qui va vous permettre de découvrir et de manière thématique eh bien l'évolution en tout cas de la chasse et comment elle était pratiquée notamment au temps des rois. Donc je vous propose en fait de me suivre et de découvrir la première partie grâce à une salle en fait qui va évoquer la chasse au vol ou encore la fauconnerie. Donc on va emprunter ces escaliers et on va se diriger. Alors ici dans la salle qui présente les rapaces que nous utilisons, qui sont utilisés justement pour chasser au vol. Cette famille de rapaces, pourquoi ils sont de bons chasseurs? Parce qu'ils chassent déjà pour eux-mêmes. Ils sont la plupart du temps donc carnivores et ils vont pouvoir être dressés. On appelle ça l'affêtage et je vais vous proposer justement de découvrir la salle qui contient les différents accessoires pour permettre au chasseur de dresser son oiseau pour la chasse au vol. Donc cette salle ici, toujours en lien avec la fauconnerie, eh bien, elle permet de découvrir tout un tas d'accessoires voilà, qui vont être utilisés pour dresser donc, les fameux rapaces. On va retrouver bien sûr des gants qui vont permettre de se protéger, puisque bien évidemment les rapaces sont dotés de serres, donc de griffes qui risquent de blesser le dresseur. Nous allons retrouver aussi le leurre. Alors le leurre, c'est cet objet en fait qui nous fait penser à un oiseau et qui permet en fait au dresseur eh bien d'apprendre à l'oiseau à aller chercher mais à revenir. Donc en fait l'idée c'est qu'on va mettre un petit morceau de viande à l'intérieur, on va faire tournoyer, on va lancer, l'oiseau va aller jusqu'au leurre, va récupérer la nourriture et va revenir à la main de l'homme grâce à un petit morceau de nourriture. On va finalement conditionner l'oiseau et lui apprendre non pas à chasser hein, comme je le disais puisqu'il chasse pour lui, mais à revenir justement et à rapporter finalement le résultat de sa chasse à l'homme. On retrouve également des petits grelots ici dans cette vitrine qui normalement sont attachés à la patte de l'oiseau qu'on retrouve ici et ce qui permet en fait aux fauconniers ou
ou à son chien de pouvoir localiser l'oiseau lorsqu'il se déplace pour aller justement jusqu'à sa proie. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut aussi utiliser des petites puces GPS, ce qui permet vraiment de localiser encore plus facilement l'oiseau s'il venait à s'éloigner un peu plus. Donc là, on est vraiment dans ces accessoires importants. Et puis, je vais vous montrer quelque chose moi, que je trouve particulièrement joli et très utile. C'est cette magnifique collection de chaperons. Alors le chaperon, eh bien c'est un petit casque qu'on va pouvoir positionner sur la tête du rapace et ce qui va en fait lui occulter la vue. Donc il ne va plus rien voir. Alors là vous devez vous dire mais du coup comment il chasse? En fait bien évidemment pour chasser on va lui enlever, mais l'idée c'est de permettre à l'oiseau juste avant de chasser de rester au calme parce que le rapace est un oiseau très nerveux. Il peut vite être stressé par l'environnement qui l'entoure, par les bruits parasites, par la vue, tout ce qu'il peut voir. Il a une très bonne vue et du coup, pour le calmer, pour qu'il se concentre avant de chasser, on lui met ce petit chaperon et il va donc pouvoir ensuite, une fois enlevé, se focaliser sur sa proie sans stress et beaucoup plus sereinement. Et cette collection est magnifique parce qu'elle vous permet de découvrir finalement différents chaperons en fonction des pays qui pratiquent la chasse au vol et souvent on a des petits indices sur la provenance ou l'oiseau qui chassait et notamment ici vous avez des gros chaperons en peau de reptile, donc plutôt en provenance des pays arabes qui sont vraiment, je dirais, férus de chasse au vol. Et donc vous pouvez aussi observer ici par exemple ce magnifique chaperon en fil de coton coloré qui nous fait vraiment penser finalement à son pays d'origine qui est le Pakistan. Donc rien qu'en regardant les chaperons on peut avoir une idée de la provenance finalement justement de ces créations. Donc je vous propose maintenant d'accéder à l'étage pour rapidement découvrir un autre type de chasse qui est la chasse à courre. Alors, on a un demi-étage, un étage, deux étages, mais qui se visitent, on va vraiment avoir deux étages, un étage et demi. Après, on a des greniers aussi, mais qui ne sont pas ouverts au public. Alors tout au long de la visite, en fait, à certains endroits, dans certaines salles, le public peut avoir accès à des informations supplémentaires, notamment grâce à des bornes numériques. Ici, par exemple, cette borne qui complète la vitrine de la collection de boutons de vénerie et qui donc permet aux visiteurs de zoomer sur certains boutons et d'avoir du coup les informations nécessaires concernant l'équipage, concernant l'animal chassé. Donc ça c'est plutôt ludique et ça permet de rendre la visite justement un petit peu plus interactive. Donc ici nous sommes dans la partie de chasse à courre et donc je vais vous emmener vers un autre dispositif assez intéressant et ludique. Avec cette table en fait qui permet de comprendre les différentes étapes de chasse à courre encore aujourd'hui et surtout cette chasse à courre qui va être rythmée au son des fanfares. Et la fanfare en fait c'est une musique qui va être jouée grâce à un instrument majeur justement de cette chasse, c'est la trompe de chasse que vous avez là qui a évolué au fil du temps et qui va permettre justement de donner des informations aux chasseurs, aux veneurs en fonction du déroulé de la chasse à courre qui est quelque chose de très codifié. Donc ici cette table elle permet vraiment à nos visiteurs de découvrir les différentes étapes et justement d'écouter certaines des fanfares correspondant à certaines étapes de la journée. Ces trompes, on les retrouve également dans cette vitrine qui permet de voir aussi l'évolution au fil des siècles de son enroulage, on va dire, pour qu'elle
qu'elle soit plus pratique à porter et à être utilisée justement pendant la chasse. Alors vous en avez une ici très longue, mais en fait celle-ci bien sûr n'est pas utilisée comme cela, bien évidemment ça ne serait pas pratique. Elle est juste installée de cette manière à vous montrer la taille 4,545 m lorsqu'elle n'est pas enroulée, et une fois qu'elle est enroulée, bien, elle va donner ici par exemple ce modèle qu'on appelle la trompe d'Orléans et qui est aujourd'hui la plus utilisée par les équipages. Donc voilà pour cette chasse à courre. Alors il y a d'autres choses à découvrir, hein. On vous garde un petit peu de suspense si vous venez découvrir le musée. Je vous propose d'aller découvrir la dernière partie qui est consacrée à la chasse à tir. On va reprendre quelques petits escaliers et puis je vais aller vous présenter ça tout de suite. Je vais prendre ça. Vous savez pour les pas, c'est bon. Ok. On peut commencer là-bas. Je vais vous montrer parce que quand on parle de chasse à tir, on pense tout de suite à fusil, à arme à feu. Et en fait, on se rend compte qu'avant que la poudre n'arrive, il fallait chasser avec autre chose, notamment des armes de jet, ce qu'on appelait les armes de jet, ou des arcs, ou des arbalètes. Et donc, vous en avez ici, qui vont aussi évoluer dans le temps par rapport à l'animal qu'on va décider de chasser. On va ici par exemple avoir une arbalète qu'on appelle arbalète à jalets. En fait c'était un petit peu le système du lance-pierre. Donc cette arbalète était utilisée uniquement que pour des proies légères, des petits oiseaux notamment. On retrouve ici ce qu'on appelle l'arbalète à carreaux. Le carreau étant, alors on n'en a pas ici, mais étant la flèche, enfin c'est ce qui va correspondre à la flèche pour l'arc, avec des portées déjà un peu plus importantes. Et puis ici, ce qu'on appelle l'arbalète à crâne-quin. Alors celle-ci, elle était utilisée pour des gibiers beaucoup plus imposants, puisque finalement, on tendait la corde, non pas à la force du bras, mais avec un système de crémaillère. Donc ce qui permettait en fait d'économiser sa force et de tirer de manière beaucoup plus efficacement sur la corde et forcément d'avoir une puissance beaucoup plus forte et donc de toucher des gibiers, des animaux tels que les sangliers ou encore les cerfs. Donc voilà, on a vraiment une évolution de ces arbalètes avant justement de voir arriver les armes à feu grâce à l'invention de la poudre. Et donc on a ici une vitrine notamment consacrée aux armes à feu. On va en retrouver ici qui date du XVIe, XVIIe siècle. Et puis vous retrouverez également qui dit arme à feu dit poudre, qui dit poudre dit poire à poudre. Et donc ici on peut se rendre compte que le contenant est non seulement utile mais aussi très esthétique, puisqu'on va pouvoir fabriquer ces poires à poudre dans du bois de cerf sculpté par exemple, ou encore dans de l'ivoire, donc juste à côté, ou encore avec ce qu'on appelle le galucha. Le galucha en fait c'est un cuir de poisson, c'est de la peau de raie ou de requin qui est utilisé en fait comme cuir et qui va pouvoir être utilisé notamment, alors non seulement en chasse mais aussi dans les cosmétiques. Au XVIIIe siècle il était très utilisé pour des boîtes à poudre ou pour des petits flacons. Alors une dernière chose aussi importante pour la chasse à tir, mais pas que, la chasse en général, ce sont les chiens. Les chiens, bien évidemment, quand on parle de chasse, on ne peut pas imaginer ne pas avoir de chien. Donc on a consacré ici notamment une vitrine avec quelques sculptures de chiens qui vont représenter finalement différentes espèces. Le chien est vraiment l'auxiliaire important du chasseur, et en fonction finalement de l'animal que l'on va chasser, on peut choisir son chien. On va retrouver notamment derrière moi, on a un magnifique tableau qui représente un barbet. Alors c'est un tableau de Jean-Baptiste Oudry, qui était le peintre officiel de Louis XV, le peintre animalier, et qui est notamment connu aussi pour avoir illustré les fables de La Fontaine. Et donc sur ce tableau, le barbet qu'on a ici
en fait est un cousin du caniche, mais c'est surtout un chien d'eau. Alors on le revoit représenté ici auprès de canards. Et pourquoi c'est un chien d'eau? Eh bien parce qu'il a une spécificité physique, notamment des pattes palmées, qui lui permettent d'évoluer beaucoup plus facilement que d'autres chiens dans les environnements humides, les pièces d'eau, les lacs, etc. Donc c'est un chien qu'on va pouvoir utiliser plus précisément dans la chasse au gibier d'eau. C'est pour ça qu'il est représenté ici sur ce tableau à côté des canards. D'autres chiens, notamment ici un pointeur. Donc ici ce chien qui lui a pour spécificité de marquer l'arrêt lorsqu'il repère un animal. Et là le chasseur sait tout de suite que eh bien, un animal va être à proximité. Donc on a vraiment des postures, on a des spécificités physiques de certains chiens voilà, qui permettent finalement de faciliter aussi les choses pour le chasseur en général. Alors voilà, la visite se termine dans cette grande salle en fait qui est la salle des trophées, puisqu'effectivement un musée de la chasse sans salle des trophées finalement n'est pas complet. Et donc dans cette salle vous retrouvez de nombreux trophées et massacres chassés par un seul et même homme qui s'appelait Claude Étier de Bois-Lambert et donc dont la collection a été léguée au musée et qui vous permet de finir justement sur cette grande salle. Alors je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à venir découvrir les collections que nous avons survolées ensemble et pour ce faire vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Donc en tapant Château Musée de Gien, vous retrouverez les horaires, les tarifs et tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir venir nous voir. Je vous remercie beaucoup. Thank you.